Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour un exercice d'oral assez compliqué parce il fait appel à des notions d'algèbre qui sont assez inhabituelles. On va voir, en fait on va devoir montrer que si on a un polynôme dans Q de degré 5, donc ça a l'air assez simple cet exercice vu qu'il n'y en a pas, il y en a pas beaucoup des polynômes de degré 5, on se dit que c'est assez facile de faire le tour de cet ensemble, mais bon la question est quand même assez compliquée. Il faut montrer que si P admet une racine double dans C, donc qui est divisible par x moins alpha carré par exemple, alors il admet au moins une racine rationnelle cette fois-ci. Donc si on a une racine double dans C, ça veut forcément dire qu'il a une racine rationnelle. Donc par exemple si je prends une racine dans C, par exemple un polynôme de Q de x de degré 5 qui a une racine double rationnelle, enfin une racine double complexe, ça pourrait être P égale x carré plus 1. Voilà, donc ça pour racine euh, i, ou moins i. Bon, il faut qu'elle soit double, donc je vais le mettre au carré. Et comme il est de degré 5, bah, je dois rajouter, hop, ça par exemple, pour que ce soit bien dans Q. Donc x moins 1,5. Et là, on voit que il a bien une racine double complexe, donc c'est i, et c'est aussi moins i. Et donc ça implique que nécessairement, il va être possible de trouver une racine rationnelle. Et la racine rationnelle, c'est 1,5. Donc voilà, ça c'est un exemple pour vous montrer que ça marche bien. C'est possible de montrer ça, c'est assez compliqué. Si on cherche bien, on peut y arriver. Mais voilà, je peux vous donner quand même des indications, comme ça pourrait vous guider. Donc en fait, il y a deux manières de le faire. Enfin, j'ai trouvé deux manières de le faire. La première manière, il faut penser à l'opération qui a un polynôme associe ce polynôme PGCD par, enfin le PGCD entre ce polynôme et sa dérivée. Et il faut se dire que si on a le polynôme qui vient de Q de x, et ben cette opération va rester dans Q de x. Voilà. Donc il faudra donner un petit argument pour dire que c'est vrai. Voilà. Donc ça c'est la première façon de le faire. On utilise cette opération. Et une autre manière que j'ai trouvé de le faire, bon ça c'est un petit peu hors programme, mais pas trop. Ah oui d'ailleurs, comment on aurait pu y penser à ça? Et ben en fait, dans les exercices avec des polynômes dans Q de x, et ben en fait on sait pas grand chose des polynômes rationnels ou des polynômes dans un corps quelconque euh, à coefficient dans un corps quelconque. On sait pas beaucoup de choses de ces polynômes-là. Le cours de prépa, il nous donne pas trop d'informations. Donc en fait, il aurait fallu essayer de penser à des choses qu'on sait. Et les choses qu'on sait, c'est que bah, la division euclidienne conserve. En fait, il aurait fallu penser aux choses du cours de prépa qui sont vraies pour tous les polynômes, qui ont des coefficients dans un corps, bien sûr. Et ben, ce qu'on sait pour tous les polynômes, c'est que si je fais une division euclidienne, et ben, enfin, c'est que je peux faire une division euclidienne et que je peux prendre un PGCD. Voilà, c'est les deux résultats qu'on a et qui sont très généraux. Et sinon, après, quand on continue dans le cours de polynôme, bah, ce qu'on voit, c'est que les résultats, ils sont que vrais dans R ou que vrais dans C. Donc, par exemple, que les polynômes sont scindés ou bien que les polynômes sont toujours. Donc, par exemple, le fait que les polynômes sont scindés, ça c'est vrai que dans C, par exemple. Voilà, donc, pour penser à utiliser ça, il fallait se dire ok, on va essayer de se servir des opérations qu'on a dans des polynômes dans un corps quelconque. Ensuite, une deuxième manière de pouvoir faire l'exercice, c'est de se servir de, si on a une racine, donc alpha, donc si on a alpha qui est une racine, et ben on peut se demander quels sont les polynômes qui annulent cette racine, et on peut aussi prendre le plus petit polynôme qui annule cette racine au sens de la divisibilité. Donc c'est ce qu'on va faire dans un deuxième temps. Donc ça, comme on aurait pu y penser, bah, ça c'est assez hors programme euh, comme résultat. Mais on aurait pu y penser en faisant le parallèle avec quelque chose qui est au programme. C'est le polynôme annulateur pour les matrices. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que si je prends E de alpha, on va dire, l'ensemble des polynômes de Q tels que P de alpha égale 0, voilà, ça c'est un ensemble de Q. Bah ça, en fait, on peut montrer que c'est un idéal. Et un idéal, c'est toujours dans les polynômes, parce que comme
l'anneau des polynomiaux est principal, ça veut dire que tous les idéaux vont être principaux. Donc ça veut dire que on peut écrire E alpha comme un certain polynôme, donc que je vais appeler A alpha, qui est le plus petit polynôme annulateur de alpha, au sens de la divisibilité. Ce qui veut dire que tous les polynômes annulateurs de alpha, donc pourquoi je mets un K, c'est un Q directement, ça va être un polynôme de Q fois A alpha. Donc en gros, c'est un petit peu l'ancêtre de tous les polynômes qui annulent alpha. Voilà. Ça, et en utilisant ce polynôme-là, donc A alpha, en prenant alpha qui est la racine double, on peut s'en sortir. Voilà. Donc on va tout de suite commencer avec la première méthode. Donc comment on va faire pour utiliser ceci, donc cette espèce de PGCD. En fait, il va déjà falloir justifier rapidement que si on a un polynôme de Q de x, P', le PGCD entre P' et P, ça reste dans Q de x. Donc pour ça, en fait, il faut juste dire que on obtient, enfin déjà, on peut déjà dire que si P appartient à Q de x, bon, la dérivée, elle appartient aussi à Q de x. Parce que dériver un polynôme, c'est juste prendre les mêmes coefficients et les multiplier par des nombres entiers. Donc voilà ce qu'on peut dire. On peut déjà dire ça. Et si on a deux polynômes, donc A et B, dans Q de x, ce que je peux dire, c'est que le reste de la division euclidienne de A par B va être dans Q de x. Voilà. Bon, j'appelle ça R de AB. Bon, c'est pas une notation très conventionnelle, mais c'est comme ça qu'on va la noter. Et aussi, le quotient de A par B va être dans Q de x. Donc ça va être, ça va être utile aussi. Pourquoi? Tout simplement parce que pour faire une division euclidienne, on fait que des additions, des soustractions, des divisions, enfin des divisions par des scalaires. Donc ça laisse bien tous les coefficients de nos polynômes dans Q. Voilà. Et pourquoi le PGCD entre A et B, du coup, il va rester dans Q aussi? Ça, c'est un troisième résultat. C'est parce que, en gros, si on a, et ça c'est le lemme d'Antiphérès qui nous le dit, c'est que comment on fait pour trouver le PGCD? Tout simplement, pour trouver le PGCD entre A et B, on va noter R0 A, on va noter R1 B, et ensuite on va faire des divisions successives. On va noter R2, ça va être la division euclidienne, enfin le reste de la division euclidienne de B par A, ou de A par B, parce qu'on va, en général on fait comme ça. Voilà, et ensuite, donc ça c'est égal à R de R0, R1, et ensuite on fait des divisions euclidiennes successives. Donc on aura R3 qui sera le reste de la division euclidienne de R1 par R2, etc. etc. Et on voit que on ne peut pas continuer ce procédé indéfiniment. Pourquoi? Parce que pour prendre la division euclidienne de R1 par R2, de R2 par R3, etc., il faut que le dénominateur de notre division euclidienne il soit non nul. Et ça, à un moment donné, il y aura un Rn qui va finir par être nul. Donc on va prendre grand N, le premier n tel que Rn est égal 0. Alors pourquoi il va finir par être nul? Parce que c'est la division euclidienne qui nous donne ça. Parce que pour avoir R3, je divise R1 par R2 et je prends le reste. Donc ça veut dire que le reste, il sera plus petit en degré que R2, strictement. Donc le degré de R3, ce sera plus petit que le degré de R2. Et le degré de R4, ce sera strictement plus petit aussi que le degré de R3, et le degré de R5 sera strictement plus petit que le degré de R4, etc. Ce qui veut dire qu'on aura une suite d'entiers strictement décroissante. Donc forcément, à un moment donné, elle va finir par arriver à 0. C'est pas possible qu'elle se stabilise avant. Donc voilà. Et quand on arrive à 0, on peut plus y aller. Enfin, on peut plus avancer vu qu'on peut plus diviser par 0. Et donc ça veut dire que Rn-1, ça va être notre PGCD. Ça va être le PGCD entre A et B. Alors pourquoi c'est le cas? C'est parce que on voit que l'ensemble des diviseurs de A et B, en fait, ça va être les mêmes que l'ensemble des diviseurs de B et R1, qui va être les mêmes que l'ensemble des diviseurs de R2 et R3. Alors pourquoi on a toutes ces égalités? C'est tout simplement parce que si on est un diviseur de A et B, on divise toutes les combinaisons linéaires de A et B. Et donc on divise R1. Et si on est un diviseur de... Enfin, ça marche aussi dans l'autre sens. Et donc voilà, on peut propager le raisonnement de proche en proche parce que pour avoir le reste, en fait, on fait juste une combinaison linéaire. Et donc ça veut dire que, si on continue le raisonnement, ça veut dire que j'obtiens à la fin
l'ensemble des diviseurs de Rn-1 est 0. Et ça sert à rien d'écrire diviseur de 0 parce que tous les nombres sont diviseurs de 0. Tous les nombres peuvent diviser 0. Donc, en gros, on a que l'ensemble des diviseurs de A et B, c'est le même que l'ensemble des diviseurs de Rn-1. Ce qui fait que si on est divisé par A et B, on est divisé par Rn-1, ce qui fait que le plus petit diviseur, le plus grand diviseur commun de A et B, c'est le plus grand diviseur de Rn-1, et donc c'est Rn-1, quoi. Voilà, c'est rapidement la justification de pourquoi notre PGCT entre A et B reste dans Q, parce qu'on l'obtient en faisant une suite de restes, en prenant des restes successifs, et à chaque fois qu'on prend le reste, ça reste dans Q. Donc on peut aussi dire que, donc on avait dit que le reste était dans Q, le quotient était dans Q, et on a aussi que le PGCD des deux est dans Q de X. Voilà. C'est tout ce qui va nous servir. Alors pourquoi, donc maintenant, comment on va utiliser cet outil de prendre le PGCD entre P et P'? Parce que oui, si P' est dans Q et que P est dans Q, ça veut dire que le PGCD entre P et P' est dans Q. Donc on va tout de suite le dire. On a justifié l'existence de l'application, donc l'existence de cette application, donc je vais l'appeler phi, qui prend un polynôme P de Q de X et qui renvoie un autre polynôme de Q de X et qui va être P', enfin PGCD entre P' et P. Donc on a bien justifié que cette application arrivait dans Q de X. Donc voilà, maintenant on va pouvoir enfin démontrer notre résultat. Donc on veut savoir comment on va faire pour trouver une racine rationnelle. Donc on va surtout utiliser le fait que le polynôme est de degré 5 pour nous simplifier la vie et nous dire que il ne va pas y avoir beaucoup de cas possibles. Donc on va faire un raisonnement par disjonction de cas en se disant voilà, on va se dire combien notre polynôme a de racines. Et on va faire un cas par nombre de racines. Et on va voir que en fait, notre polynôme il peut avoir soit deux racines, enfin soit une racine, soit deux racines, soit trois racines, soit quatre racines. Parce qu'il a une racine double, donc il ne peut pas en avoir 5. Ça nous donne 4 cas possibles. Donc on va commencer par le premier cas. Donc on peut mettre déjà une petite phrase. Donc notre polynôme P peut avoir une, deux, trois ou quatre racines. Voilà, on va commencer par le cas où il n'y en a qu'une seule, donc K1, donc il va être très simple ce cas. Le cas où P a une seule racine, donc P a une racine. Alors comment on va faire pour ce cas-là? Tout simplement on peut dire, ah oui, aussi on va supposer, sans perdre de généralité, que nos polynômes sont à coefficient dominant égal à 1, donc unitaire, parce que ça change rien hein, si on prend le coefficient. Parce qu'on va travailler avec des PGCD, et les PGCD ils sont définis comme étant le plus grand diviseur commun au sens de la divisibilité, avec un diviseur, enfin un coefficient dominant égal à 1, sinon il y en a plusieurs des PGCD. Donc on va se dire que tous nos polynômes ils vont avoir comme coefficient dominant 1, et on va voir que ça change rien à la généralité de ce qu'on va faire. Parce que si on a un polynôme quelconque, on peut le normaliser par son coefficient dominant, et il va toujours avoir les mêmes racines, et toujours avoir le même degré. Donc on va supposer à partir de maintenant qu'ils ils sont unitaires. Donc ce qui veut dire que P va être de cette forme, s'il a une seule racine, et qu'il est unitaire. Donc ça va être x moins alpha puissance 5. Voilà. Et donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire que bon, ça appartient à Q de x, parce que c'est l'hypothèse. Et donc là, ce qu'on a envie de faire, c'est de prouver que alpha appartient à Q. Alors comment on va le faire? Il y a plusieurs manières de le faire. Soit on peut développer tout, on voit que le coefficient devant le x puissance 4, ça va être 5 alpha, et donc du coup ça veut dire que alpha appartient à Q. Mais bon, on va faire un truc qui... voilà, on aurait aussi pu dériver 5 fois P, ce qui nous aurait fait 5 factoriel fois x moins a, et donc là on aurait vu aussi que, x moins alpha, et là on aurait vu aussi donc que alpha est dans Q. Mais ce qu'on va faire là, c'est qu'on va utiliser notre application qu'on a définie, donc cette opération qui consiste à prendre le PGCD entre un polynôme et sa dérivée. On va essayer de l'utiliser. Et on va essayer de voir ce qu'elle fait justement cette application, parce qu'on n'en a pas encore beaucoup parlé. Enfin, on sait qu'elle laisse le polynôme dans Q, mais on ne sait pas trop ce qu'elle fait. Donc pour vous montrer ce qu'elle fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous prendre un polynôme quelconque. Donc je vais vous prendre un polynôme, on va encore l'appeler P. Ça va répondre à la question
que fait P'. P. Donc que fait phi. Voilà. Donc on va déjà répondre à cette question. Et bien en gros, si j'ai un polynôme P qui est égal à donc x moins alpha puissance m1, enfin alpha 1 puissance m1 fois x moins alpha 2 puissance m2, etc. Donc ça représente tous les polynômes de C qui sont unitaires peuvent être mis sous cette forme. Donc voilà. Et on va se demander qu'est-ce que fait notre application phi de P. Donc ça va être égal à quoi phi de P si j'ai ça. Et bien en gros, ce que je peux essayer de me dire, c'est que ça va être quoi les racines de P'. Donc, les racines de P'. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça va être quoi P', le PGCD. Donc pour ça, au lieu d'essayer de le calculer directement, on va se poser une question. Ça va être quoi les racines de phi de P. Donc phi de P, je rappelle, c'est PGCD entre P et P'. C'est quoi les racines de phi de P? Donc déjà, ce qu'on peut se dire, c'est que l'ensemble des racines de phi de P, ça va être inclus dans les alpha 1 jusqu'à alpha P. Pourquoi? Parce que si phi P a une racine, bah comme phi P, on sait que phi P divise P, bah, ça veut dire que la racine de phi P, ce sera aussi une racine de P. Donc en gros, on sait forcément que l'ensemble des racines de phi P va être inclus dans l'ensemble des racines de P. Donc c'est déjà une bonne information. Donc on sait que on sait d'ores et déjà que phi de P va s'écrire x moins alpha 1 puissance, allez, on va appeler ça lambda 1. Voilà. Sachant que là, comme j'avais pris les multiplicités des racines, bah, implicitement, je me suis dit que les m1, m2, etc., ils étaient non nuls. Mais là, potentiellement, les lambda 1, les lambda i peuvent être nuls. Ce qui veut dire que le alpha i n'est pas une racine de phi p, donc que cette inclusion n'est pas une égalité. Voilà, ce qu'on peut dire. Et donc là, on peut essayer de se dire, ça va être égal à quoi les lambda i? Mais ce qu'on sait pour déterminer les lambda i, pour i allant de 1 à p, c'est que si alpha i est de multiplicité mi, donc ça on le sait déjà, hein, c'est juste pour bien l'écrire, mi pour p, alors on a un théorème qui nous dit que, enfin c'est pas vraiment un théorème, c'est une proposition, c'est assez facile, enfin c'est presque la définition d'une multiplicité, qui nous dit que P' a pour multiplicité, enfin alpha i a pour multiplicité mi-1 pour P'. Voilà, on peut définir la multiplicité comme étant le nombre de fois que je peux dériver, enfin le nombre de fois que j'ai à dériver mon polynôme pour que la racine ne soit plus racine. Donc ça peut être une manière de définir la multiplicité. Ce qui fait que, et en fait ça marche aussi pour si la multiplicité c'est 1, parce que en prenant bien sûr la convention que une multiplicité de 0, ça veut dire que la racine n'est pas racine en fait. Et donc ça voudrait dire aussi que, par exemple, mon facteur est présent 0 fois, donc puissance 0, donc en fait c'est juste 1, et donc là on voit bien qu'on n'a pas notre racine. Donc en gros ça veut juste dire que nos lambda i, parce que quand on prend le PGCD, on prend le minimum de chaque multiplicité, et le minimum entre mi et mi-1, c'est mi-1. Donc en fait ce que ça veut dire, c'est que on a une formule maintenant pour notre phi p, en fonction de p, c'est que ça va être tout simplement les mêmes racines, mais avec une multiplicité de 1 de moins à chaque fois. Et si la multiplicité tombe à 0, ça veut dire qu'on a une racine qui était pour P, mais qui n'est plus pour phi de P. Voilà. Donc maintenant, on a une meilleure compréhension de cette opération, et surtout, ce qu'on sait maintenant, c'est que cette opération, qui est rien d'autre que faire baisser toutes les multiplicités de 1, et c'est rien d'autre que quelque chose qui conserve le fait d'être dans Q. Donc en fait, si j'ai un polynôme comme ça, où je sais qu'il est dans Q, bah, je peux faire -1 sur tous les trucs comme ça, et ça va rester dans Q. Et donc ça veut dire que, en gros, avec ça, je peux dire directement que notre polynôme P va rester dans Q, parce que si je fais ça, bah, phi de P, donc PGCD entre P et lui-même, bah, ça va être x moins alpha puissance 4.
je fais descendre le 5 en le transformant en 4, je le décrémente. Et donc là, si je fais phi rond, et donc ça reste toujours dans le Q de x. Et donc voilà, donc on a compris le principe, donc là je l'ai fait descendre une fois, j'ai envie que ce soit x moins alpha, donc je vais le faire descendre 4 fois. Donc ce sera phi de P. Donc ça va rester dans Q, vu que ça va rester 4 fois dans Q. Et donc ça va me faire x moins alpha, qui va être dans Q de x. Et là, on voit bien que un coefficient de ça, c'est le coefficient constant, c'est alpha. Et donc, comme le polynôme est dans Q, et que le coefficient constant c'est alpha, ça veut dire que alpha appartient à Q. Donc dans le cas 1, le cas où P a une seule racine, on a bien réussi à trouver notre résultat qu'il avait forcément une racine rationnelle. Voilà. Donc maintenant, on va faire le cas 2, le cas où notre polynôme a deux racines. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que P égale x moins alpha au carré, donc ça c'est la racine double, fois une autre racine, donc x moins bêta au cube. Alors là on va se limiter à si, dans cet exercice on se limite à si la racine, enfin P a une racine double, mais en fait ça marche aussi, enfin si vous voulez un peu vous compliquer la vie, ça marche aussi si la racine est de multiplicité supérieure à 2, cet exercice. Donc c'est pas forcément double, mais supérieur à 2, donc c'est possible de le faire aussi dans ce cas-là. Bon. Là, on va faire comme ce qu'il y avait écrit sur l'énoncé. Donc, on a bien on a bien x moins alpha au carré fois x moins bêta puissance 3. Mais sinon, on aurait aussi pu dire que le cas où il a 4 racines, ça aurait pu être, par exemple, x moins alpha puissance 4 fois x moins bêta. Enfin, le cas où il a deux racines. Voilà. Bon, pour l'instant, il n'y a que ce cas-là dans le cas 2. Donc là, on peut faire la même chose, en fait. On peut se dire, ok, je vais prendre phi de p, qui va être égal à x moins alpha, donc je fais descendre d'un degré, d'une multiplicité tous les facteurs, donc ça appartient toujours à Q. Et donc là, je vois que je suis pas trop plus avancé, donc je vais recommencer une autre fois. Et donc là, ça veut dire, donc lui, il est plus présent, parce que P' ne contient plus x moins alpha, donc il va juste rester x moins bêta. Ce qui fait qu'on a bien une racine qui est dans Q. Donc bêta et racine, et c'est dans Q, parce que c'est le coefficient constant du polynôme. C'est Q de 0. Voilà, donc on a fini le cas 2. Cas 3, P a 3 racines. Alors là, ça va être toujours la même chose, on prend la racine double, donc ça va être alpha toujours. La racine est là, donc du coup il va falloir séparer ça en deux. Donc ce sera toujours, quitte à renommer les racines, ce sera toujours un polynôme de cette forme. Donc voilà, comme ça. Et d'ailleurs, c'était l'exemple que j'avais donné au début. Donc au début, ici, voilà. L'exemple que j'avais donné au début, x carré plus 1 au carré fois x moins 1 demi, c'était un cas où il avait trois racines. Voilà. Donc on est dans le cas de l'exemple. Donc là, comment on va se débrouiller? On refait la même technique, hein. Phi de p, et là on va voir que ça va pas marcher. Donc on va avoir un petit peu de difficulté pour lui, c'est vraiment le cas le plus compliqué, donc là on se retrouve avec ça, et là on peut rien dire, parce que si je recommence une fois à faire phi, à appliquer notre super opération, et on voit pas ce que ça va nous donner. Enfin, ça va nous donner juste 1, et ça va juste nous dire que 1 est rationnel. Donc on va pas pouvoir faire comme ça, mais en fait, ce qu'on va pouvoir se souvenir, c'est que, je vous ai dit que le quotient entre deux polynômes de Q était un polynôme de Q. Ce qui fait que je peux faire le quotient entre ça et ça. En gros, je peux diviser ça par ça, et ça va me donner un polynôme de Q. Et on voit bien que si je divise ça par ça, j'enlève une fois ce facteur-là. Bon, il y a deux fois vu qu'il y a un carré, donc je l'enlève deux fois, donc en fait je le divise juste par le carré. Donc en gros, je sais que phi de p carré, ça appartient à Q, et que p appartient à Q, donc le quotient entre p et phi de p carré, donc ce sera un quotient qui va valoir, ça va valoir ça divisé par ça au carré, et il n'y a pas de reste du coup, parce que le reste ça va être 0, donc en gros c'est juste, c'est comme si j'avais fait l'un divisé par l'autre, parce que c'est, en fait, p est un multiple de phi de p au carré. Donc ce quotient de division euclidienne qui n'a pas de reste est égal à x moins gamma. Et donc ça appartient à Q.
de x. Et donc ça veut dire que gamma appartient à q, et c'est une racine, donc on a fini pour le cas 3. Et le cas 4, où il y a 4 racines, on va le faire rapidement, mais c'est exactement le même principe que les autres. Eh bien, il faut tout simplement se dire que on a que p qui est égal à x moins alpha carré, et ensuite on a 3 autres racines, donc x moins bêta fois x moins gamma fois x moins rho, on va dire. Et donc c'est le même principe, hein. Si je fais phi de p, on voit que tous les coefficients de... Ah oui, à chaque fois, je suppose que ils sont tous distincts, enfin elles sont toutes distinctes, mais les racines que j'ai écrites, mais bon, ça c'est contenu dans le fait que j'ai dit qu'il y avait 4 racines. Voilà, donc si je fais phi de p, je fais descendre la multiplicité de chacune des racines, donc il va rester plus que x moins alpha, qui appartient donc à q de x, donc on a une racine qui est alpha, qui appartient à q de x. Voilà. Et c'est tout pour cet exercice, on a bien couvert les 4 cas. Donc voilà, rapidement on va juste faire l'autre méthode que j'avais promise. Donc c'était la méthode qui utilise l'ensemble des polynômes annulateurs de alpha, donc si alpha est la racine de degré 2, donc on va le faire rapidement. Donc on reprend, donc ça c'est la méthode 2. Donc posons alpha appartient à C, la racine de multiplicité 2. Voilà, donc on peut poser E de alpha qui est égal à l'ensemble des polynômes de Q, tels que P de alpha égale à 0. Cet ensemble est non vide, parce qu'il contient P, donc ça c'est un P muet, mais il contient bien le vrai P qu'on avait dans notre énoncé, donc P appartient à E de alpha. Donc en fait, ça ne veut pas dire qu'il est non vide parce qu'il contenait aussi de base 0, mais ça veut dire qu'il n'est pas réduit à 0. Donc ce qui veut dire que... on peut aussi dire déjà que E alpha est un idéal, donc ça veut dire qu'il est stable par addition et par multiplication par un polynôme. Ce qui veut dire que comme l'ensemble des polynômes de Q, c'est principal, parce que c'est un ensemble de polynômes à coefficient un coefficient dans un corps, donc ça, notre cours de prépa, il nous dit que ça, c'est un idéal, que c'est un idéal principal. Donc ça veut dire que tous les idéaux peuvent se mettre sous la forme de E alpha, enfin de un polynôme de E alpha, donc de l'idéal, fois Q de x. En gros, ils sont tous multiples d'un certain polynôme qui est le polynôme minimal donc pour la divisibilité. Voilà ce qu'on a. Et donc, on voit bien que là, du coup, que A alpha ne va pas être égal à 0. A alpha ne va pas être égal à 0, sinon ça voudrait dire que E alpha est réduit à 0, ce qui n'est pas le cas parce que P appartient à E alpha, et P est de degré 5. Et à partir de là, donc on va utiliser ce polynôme minimal de A alpha, enfin de alpha. Donc déjà, ce qu'on sait, c'est que comme P appartient à E alpha, notre polynôme minimal, il va diviser P. Donc je peux déjà dire que qu'il existe donc Q appartenant à Q de x tel que P égale donc à A alpha fois Q. Donc ça veut juste dire que A divise Q parce que A c'est le plus petit polynôme qui annule alpha. Et en fait ce qu'on peut se dire c'est que comme alpha est une racine double, et ben en fait ce sera alpha carré en fait qui va diviser P. Parce que par exemple si on était dans les polynômes à coefficients complexes, le polynôme minimal ce serait tout simplement x moins alpha, parce qu'on voit bien qu'on ne peut pas prendre plus petit que lui, et c'est pour ça qu'on ne parle pas vraiment de polynôme minimal en prépa, parce que dans les complexes par exemple, c'est toujours x moins la racine, donc c'est pas très intéressant. Et on voit bien que comme c'est... donc pour en revenir à ce qu'on disait avant, on voit bien que comme c'est x moins alpha carré qui divise P, on a envie de dire que c'est A alpha carré qui va diviser P. Donc ça, on ne peut pas le dire maintenant parce qu'on n'a pas vraiment d'argument, mais ce qu'on peut se dire, c'est qu'on va voir si Q de alpha égale à 0, ce qui voudra dire si Q de alpha égale à 0, dans ce cas-là, ça voudra dire que A alpha divise Q, donc ce sera A alpha carré qui va diviser P. Donc on va tout de suite essayer d'évaluer Q en alpha. Bon, là, ça sert à rien d'évaluer Q en alpha parce que là, c'est lui qui va faire annuler le truc, donc on pourra rien en dire. Mais en dérivant, on pourra en dire quelque chose parce que A alpha prime, comme il est de degré plus petit que A alpha, il va pas pouvoir annuler le alpha parce que ce qu'on voit ici,
avec cette égalité, c'est que tous les polynômes qui annulent alpha sont de degré plus grand que a alpha, vu que c'est a alpha fois un polynôme. Donc voilà, donc on sait déjà que a alpha prime ne va pas pouvoir annuler notre alpha. Voilà, on en dérive normalement. Ensuite, on évalue en alpha, et on voit bien qu'à chaque fois, bah, tout va s'annuler en fait, sauf ce qu'on veut, c'est-à-dire Q de alpha, on veut montrer que c'est égal à 0. Q' de alpha. Voilà. Donc ça s'annule, par définition, ça s'annule parce que c'est racine double. Donc on a bien que 0 égale A' alpha de alpha fois Q de alpha. Comme A' de alpha est non nul parce que ça contredirait le fait que A alpha est minimal s'il était nul, si A' de alpha était annulateur de alpha. Donc ça voudrait dire que Q de alpha égale à 0. Donc Q égale à A de alpha Q', ou plutôt Q tilde. Comme ça on ne confond pas avec la dérivée. Voilà. Parce que si Q de alpha annule alpha, enfin si Q annule alpha, bah, ça veut dire que forcément A de alpha, par définition, divise Q. Et donc ça veut dire que, si on revient au début, ça veut dire que P est divisible par A de alpha au carré. Parce que c'est égal à A de alpha fois Q' au carré fois Q tilde. Voilà. Et donc à partir de là, on peut conclure en regardant le degré de A de alpha. Donc si, voilà, donc à partir de ça, on peut se dire si le degré de A de alpha égale 1, bon là c'est fini parce que on a que A de alpha, ce sera x moins alpha, parce que ça peut que être ça si c'est égal à 1 son degré, vu que sa racine c'est alpha. Enfin, il a une racine qui est alpha, et donc ça va dire que ça appartient à Q de x, parce que on l'a pris, depuis le début on travaille dans Q de x. C'est comme ça qu'on avait défini notre A de alpha. Donc il appartient à Q de x, donc ça veut dire que alpha appartient à Q. Voilà, donc on a trouvé une racine. Et donc dans l'autre cas, si degré de A de alpha égale 2, bah, ça voudra dire que on a dans ce cas-là que, même dans tous les cas, si je décompose cette égalité en passant au degré, bah, j'ai que degré de P, qui est 5, est égal à degré de A de alpha au carré, donc degré de A de alpha fois 2, fois degré, enfin plus degré de Q tilde. Et si on remplace tout, ça veut dire que, donc ça, on a dit que 5 égale à 2 fois 2 plus degré de Q tilde. Donc ça veut dire que, en gros, ce qui reste, c'est Q tilde qui est forcément de degré 1. Donc, Q tilde est de degré 1. Donc degré de Q tilde égale 1. Donc, Q tilde peut se décomposer comme ça, comme un polynôme de degré 1, ce qui veut dire x moins bêta, en faisant l'hypothèse qu'il est de degré unitaire, sinon ça ne change rien. Et ça veut bien dire que la racine est bien dans Q. Donc bêta appartient à Q, parce que Q tilde appartient à Q. Parce que Q tilde, on l'a dit que il venait du fait que A de alpha divisait Q dans Q. Et donc on a bien une racine dans Q. Parce que bêta, c'est une racine de Q tilde, qui est lui-même diviseur de P, donc bêta, ce serait une racine de P. Voilà, c'était la deuxième manière de faire l'exercice. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine.